Scandale au manoir. Le fils du milliardaire embrasse la nourrice noire sous le regard furieux. La phrase flottait comme une tache d'encre sur les écrans du matin, agrandie en titre gras sur un site qui n'avait pas attendu l'aube pour juger. Mais dans le couloir lambrissé du penthouse, il n'y avait qu'un souffle, un pas d'enfant et cette joue trop petite qui venait chercher refuge. Trey avait posé ses lèvres sur la joue d'Aalia sans envie de drame, comme on ferme une porte, comme on dit merci au monde. Le baiser durait 1 seconde. Il avait la douceur incertaine d'un geste instinctif, né d'une peur qu'aucun mot n'explique vraiment. Il y eut d'abord le silence, conçu comme un arrêt sur image. Puis, un soir de cloche, le pas d'une femme que personne n'attendait, Dolores, la gouvernante, la figure austère aux yeux d'acier qui regardait plus pour protéger un héritage que pour comprendre un enfant. Son visage se ferma comme un rideau de théâtre. Dwayne Ellington, le père, apparut après, les traits encore creusés par la fatigue d'un deuil récent. Il avait cet air des hommes habitués à commander qui, parfois, oublient qu'ils restent des hommes. Il regarda la scène, le baiser, les regards, comme si l'on venait de lui arracher une page d'un livre qu'il croyait garder privé. Aalia sentit la chaleur du regard de l'enfant contre sa peau. Elle parla peu. Elle ne savait pas qu'un titre était déjà né, prêt à circuler. Elle essuya doucement la joue de Trey avec le revers de sa main, un geste mécanique, professionnel et un peu maternel, sans effet. C'était sa manière la plus simple de répondre à la détresse, offrir une présence, un son, un silence qui retient les tempêtes. Le baiser fit l'effet d'un court-circuit. Les murs, qui semblaient toujours écouter au manoir, enregistrèrent cette seconde comme une anomalie. Quelqu'un marmonna le mot « scandale » dans la cuisine, quelqu'un d'autre se contenta d'un soupir las. Personne, dans ces premiers instants, ne songeait encore à ce que ferait la presse, aux journalistes couchés sur des comptes Twitter en quête d'irritation. Personne non plus n'imaginait que l'image d'un enfant offrant un baiser deviendrait à la fois preuve et arme. Aalia passa la main sur son tablier, sentit la toile sous ses doigts. C'était presque l'odeur de sa vie, le savon, la cire, les tissus. Elle avait appris très tôt à ranger ses émotions comme on plie un vêtement propre, méthodiquement, sans pli. Ce métier lui avait donné un rythme. Le manoir avait ses routines, ses couloirs calculés. Elle y glissait comme une ombre utile. Mais Trey avait cassé le schéma. L'enfant avait trouvé en elle non seulement une âme qui s'est calmée, mais une mémoire faite pour retenir les chansons. Elle avait commencé à chanter la nuit où il ne dormait pas, une chanson simple, un faible balancement de voix qui aplaçait la peur comme on couvre une blessure avec la paume. La scène d'ouverture était petite, intime. Et pourtant, la petite image suffit à déclencher un appareil en marche qui ne pardonne pas, la machine à rumeurs, à interprétation. Quelques témoins à la fenêtre, un portable qui enregistre, un regard qui se contracte en colère. 3 éléments qui, plus tard, parleraient fort. Mais tout au long de ce matin, Aalia n'était pas consciente du poids qui venait. Elle répara la tasse cassée dans la salle de jeu, rangea les livres que Trey ne savait pas aligner, écouta ses confidences bégayées sur des cauchemars où il voyait un père absent. Elle faisait ce qu'elle savait faire, tenir la main d'un enfant quand le monde se fissurait. Si cette histoire vous interpelle, restez avec nous jusqu'à la fin. La vérité, comme souvent, ne tient pas à un seul plan ni à un seul titre. On raconte que les manoirs gardent des respirations. Ici, elles prenaient la forme de discussions chuchotées dans l'office. Dolores fait la première à demander des comptes avec une froideur masquée de noblesse blessée. « Ce n'est pas l'image que nous voulons », murmura-t-elle, comme si la bonté d'un enfant pouvait être taxée. Victoria Hale, tante et tutrice visible, vint plus tard, parée de l'assurance de celle qui a toujours eu à préserver quelque chose de plus grand que la chose elle-même. La réputation, l'argent, la transmission. Elle avait les gestes précis d'une femme qui sait couper, avant que la pourriture atteigne le cœur. Le regard de Victoria traversa Aalia sans la voir vraiment. Elle voyait le risque, le calcul possible d'un regard public. Dwayne, lui, resta en retrait. Il n'aimait pas la médiocrité des regards autour de sa maison. Il savait trop bien comment la presse pouvait transformer un souffle en ouragan. Il posa une main réconfortante sur la tête de Trey, un geste neutre, presque rituel, pour dire au garçon qu'il était bienvenu dans ce monde rugueux. Puis son attention glissa vers Aalia avec un mélange de reconnaissance et de curiosité contenue.
Elle n'était qu'une présence stable dans un foyer instable, et pourtant une présence qui connaissait les codes du silence et de la dignité. La relation entre Alia et Trey ne naquit pas du baiser seul. Ce fut une accumulation de petites attentions. Un bol de lait laissé sur la table, un chant murmuré au milieu d'une crise, des dessins où Trey collait des étoiles avec application. Alia avait ce don d'installer des repères. L'enfant, privé d'une mère depuis la perte, trouva en elle un lieu où le monde n'exigeait pas de performance. C'était la maternelle d'une vérité simple. Être vu suffit parfois pour guérir. Pour Alia, tout cela se jouait sous la trace d'une autre histoire, celle d'une femme née d'une adoption qu'on avait voulu effacer, d'une filiation interrompue qui lui avait laissé une douleur recuite. Cette douleur, elle la portait comme on porte une cicatrice discrète, visible pour qui sait regarder, autrement invisible. Elle n'en parlait pas. Lucille Holloway, sa vieille amie, son témoin, savait rendre la mémoire tolérable. Lucille connaissait les détours de son passé, possédait quelques bribes de vérité sur un fils perdu, mais la vérité restait pour Alia une pièce verrouillée. Elle avait appris à bâtir sa vie à partir de ce qui restait. Un travail honnête, une capacité à aimer sans bruit. C'était sa force. Et ce matin-là, cette force sembla être une lumière fragile dont quelqu'un allait tenter d'arracher l'ampoule. Les premières fissures prirent la forme de regards et de murmures. On murmurait surtout au salon de direction, au sommet de la tour, où la famille contrôlait non seulement une entreprise, mais aussi l'image publique qui justifiait sa richesse. Un email passa vite, sans signature recommandée, mais suffisamment précis pour alerter. Une conversation téléphonique au jargon professionnel frappa la matinée. Protection d'image, risque pour le board, contrôle des dommages. Ces mots étaient des cliquetis métalliques pour Alia quand elle les apprit par inadvertance. Ils n'étaient pas destinés à elle, mais à tout le monde qui gérait des fortunes. L'air se fit plus dense, sauf au jardin d'enfants du manoir, où Trey cherchait encore refuge dans ses jeux. Alia se trouvait à l'interface, capable d'apaiser sans jamais posséder le pouvoir de décider. Cela la plaçait dans une position instable, utile et fragile, respectée et suspectée. Les dynamiques de pouvoir se mirent en marche comme des engrenages silencieux. Victoria prit la mesure de la situation et commença à murmuriser des stratégies, comment neutraliser un risque avant qu'il ne prenne racine. Elle pensait en termes d'image, de contrôle, d'héritage. Pour elle, chaque geste se lisait comme un menu, il fallait décider quel plat servir à la foule. Un incident mineur éclata le soir même. Une vidéo, capturée par un invité inconnu, montrait le baiser sous un angle qui le rendait ambigu. L'image, embrumée et brève, ne suffisait pas à raconter l'histoire entière, mais elle suffisait à titrer. Le net se nourrit d'indices, pas de compréhension. Certains propos furent ajoutés sous la vidéo, un commentaire malveillant l'accompagna. Quelqu'un, quelque part, s'était préparé à transformer une seconde de tendresse en un objet public. Les mains qui manœuvraient ces fichiers ne s'intéressaient pas à la vérité, elles cherchaient la réaction. Alia n'était pas naïve, elle connaissait la nature rapide du bruit, mais elle ne s'attendait pas à la violence des interprétations. L'humiliation, elle ne la vivait pas comme une honte personnelle, elle la percevait comme une injustice, un récit imposé, et les injustices, comme on le sait, laissent une marque. Elle décida de ne pas répondre immédiatement aux spéculations. Répondre signifiait donner à manger à la machine. Et elle avait appris, par expérience, que rester sobre face au vacarme préservait quelque chose d'essentiel, la dignité. Ce qui commençait à dessiner une tempête ne se limitait pas au réseau. Les visages se décomposaient aussi dans la sphère privée. Dolores fit remarquer, un matin en pliant des serviettes, l'importance d'une position plus formelle. Une éducatrice certifiée, suggéra-t-elle, comme si des papiers pouvaient recoudre ce que l'on considérait être un défaut. Ses mots étaient froids, mais sa voix trahissait une peur vraie. La famille, pour elle, était un fragile édifice qu'il faut préserver à tout prix. Dwayne entendit la suggestion et, après un instant d'hésitation, proposa à Alia de rester plus longtemps avec Trey, officiellement, temporairement. Il dit temporairement parce que dans le monde de l'argent, les décisions se prononcent pour minimiser le bruit. Mais pour Alia, ce temporarily sonnait comme une étrange reconnaissance. Davantage de responsabilité, davantage de visibilité, plus de risques. L'offre changeait tout.
Ce n'était plus une zone d'ombre, un travail de bonne, c'était une place visible, un rôle officialisé. Elle accepta avec une retenue, consciente que chaque chose gagnée en stabilité demandait un tribut, le regard des autres, l'examen, l'attente d'une faute. Elle accepta parce qu'elle voyait Trey devenir plus serein à son contact. Elle accepta parce que, pour la première fois depuis longtemps, son rôle n'était plus seulement de corriger les traces des autres, mais de construire quelque chose de tangible pour un enfant. Victoria, elle, ne tarda pas à noter la formalisation du rôle. Ses sourcils se froncèrent comme si l'on avait touché à un tableau précieux. Elle mesurait les conséquences, non par cruauté pure, mais par instinct de préservation. Dans son esprit, l'affaire pouvait être gérable, replacer la nourrice dans un cadre professionnel précis, clarifier les règles, demander des évaluations. Mais elle avait un autre plan, moins visible, neutraliser les potentiels embarras avant qu'ils ne se répandent. Et cela demandait d'autres armes que des évaluations, cela demandait la maîtrise des images, des fuites, des narratifs. Des indices d'une intention plus sombre apparurent dans des éléments discrets. Un détective privé, Anthony Connors, fut discret et efficace. Officiellement, il était là pour sécuriser le foyer, ce qu'il fit en plantant des caméras où l'on ne voyait jamais la lumière du jour. Officieusement, il rassembla des preuves, des fragments, des captures d'écran. Il n'était pas le seul à penser que l'ordre devait être préservé, mais ses méthodes, des écoutes, des enregistrements, des compilations montées, évoquaient une éthique floue. Les mains de ces hommes ne tremblaient pas lorsqu'il s'agissait d'assembler des récits. Ils savaient que, dans le monde moderne, la vérité se fabrique parfois avec du son et des images plutôt qu'avec le reste. Alia ne savait pas tout cela. Elle vit Anthony comme un homme poli qui prétendait jouer la sécurité. Elle lui parla peu, répondit quand on l'interrogea sur ses antécédents avec une honnêteté simple. Elle n'avait rien à cacher, et pourtant il y avait ce passé, cette adoption, une vallée qu'elle gardait silencieuse comme on garde une lettre jamais envoyée. Le passé, pensa-t-elle parfois, n'est pas une histoire complète. C'est un espace où l'on se tait pour survivre. Le manège médiatique commença à mobiliser des acteurs qu'elle n'avait pas imaginés. Des journalistes en quête de sensations, des photographes aux aguets, des comptes anonymes qui se multipliaient. Le mot « nourrice noire » apparut sur certaines pages, non pas pour nommer avec respect, mais pour en faire un signe graphique, une catégorie. Alia sentit la douleur de cette réduction, être connue pour une étiquette avant d'être connue comme personne. Elle n'avait pas choisi ce nom. Elle se sentit d'abord frappée, puis résolue. Dans sa tête, la seule chose qui comptait restait la sécurité de l'enfant entre ses mains. Dans les coulisses, la famille se mit à planifier une stratégie de réponse. On évoqua des communiqués, on parla d'experts en relations publiques. Carlton Grant et Derek Mullins, deux visages du Conseil, organisèrent une réunion matinale où l'on parla d'impact, de dommages possibles à l'image, de la manière de contrôler la narration. Pour eux, tout se mesurait en chiffres, en pertes possibles, en risques pour l'entreprise qui portait le nom de la famille. Ils ne demandèrent pas si l'affaire blessait une personne, ils calculèrent combien l'affaire pouvait coûter. Dwayne, ayant entendu l'air calculateur, se retira un instant au balcon. Il comprit que quelque chose d'autre était en jeu que sa réputation. Trey, il le savait, avait déjà assez perdu. La dernière chose qu'il voulait était transformer la fragilité du garçon en un fait divers médiatique. Il descendit, fixa Alia et dit sans emphase « Tu restes, pour lui ». C'était une promesse simple, une décision qui pesait plus lourd que n'importe quel communiqué. Alia sentit la responsabilité se transformer en une force douce. Elle accepta la mission sans illusion. Dans son esprit, il n'y avait pas de conflit entre protéger un enfant et garder sa dignité. Les deux pouvaient aller de pair. Elle trouva, dans la chaleur d'un sourire de Trey, la raison de continuer. Mais la machine à images, déjà en route, demanda peu de temps pour trouver des alliés. Un matin, une vidéomontage apparaîtrait sur un site d'actualité, bâti pour attiser une controverse. L'image y était coupée, retravaillée, associée à des commentaires malveillants et à des phrases inventées. Ce montage prétendrait montrer un geste plus que ce qu'il était. C'était une construction. Les mains qui l'avaient monté avaient oublié que la vérité n'est pas seulement ce que l'on voit, c'est aussi ce que l'on ressent quand on est touché par le geste lui-même. La première nuit après l'offre officielle de Dwayne, Alia resta éveillée longtemps. Elle passa les doigts sur une photo dans sa poche. Un cliché jaunissant d'un petit garçon qui n'était peut-être plus si petit. Elle sentait à la fois le frisson d'un renouveau et la peur d'une exposition. La maison criait ses secrets à voix basse. À la fenêtre, la silhouette d'un photographe passait, immobile,
comme un spectre en attente. Le lendemain matin, quelqu'un frappa à la porte. On lui remit une carte de visite. L'agent d'un cabinet de relations publiques attentif, chargé d'endiguer la crise dès qu'elle montrerait le bout de sa tête. On parlait maintenant en termes de contenu, de narratif à contrôler, d'images à restaurer. Alia écouta, polie, tandis que ses interlocuteurs parlaient de chiffres, de portée et de stratégie. Elle comprit que sa vie venait d'entrer dans une sphère où l'intime se convertissait en marchandise. Elle se rendit compte, progressivement, que sa seule défense allait devoir être la vérité, racontée de manière humaine. La vérité n'était pas un document, c'était une suite de gestes, des chansons murmurées au milieu de la nuit, des soins donnés à un garçon qui n'osait plus se réjouir. Elle se demanda, comment prouver la dignité quand on la présente à la place publique ? Comment présenter un baiser d'enfant sans qu'il ne soit réduit à une preuve de quelque chose d'autre ? Au cœur de ces questions, Alia se souvenait de Lucille, l'amie à qui elle avait jadis confié une part oubliée d'elle-même. Lucille était une femme entière, capable de faire revenir la mémoire en douceur. Elle avait une fois dit à Alia « Ne laisse personne te transformer en problème, tu es une réponse ». Cette phrase revint, claire, comme une lampe dans le brouillard. Elle lui donna la force de tenir, au moins pour la nuit, le visage vers l'avant. Le manoir, habituellement si ordonné, commença à respirer différemment. Les jardins furent inspectés, des regards s'attardèrent sur les caméras. Les employés, qui voyaient la machine se mettre en route, reçurent des directives. Il y eut des réunions discrètes au sommet de la propriété, des conciliabules qui parlaient du sens des images, de la façon dont on devait écrire l'histoire pour qu'elle restât supportable au grand public. Les mots « crise » et « contrôle » revenaient comme un refrain monotone. La première fissure publique survint le soir où le journal local publia un entrefeuillet accompagnant une photographie floue. Le titre choisit un angle brutal, reproduisant le lexical qui allait marquer la suite. La nourrice noire au centre d'un scandale. L'enchaînement parfait d'une déshumanisation. Alia vit une de cette page, non pas comme une nouvelle, mais comme une accusation. Elle éprouva de la colère et de la tristesse. La colère contre la réduction de son identité à un rôle, la tristesse pour Trey qui déjà avait été privé de temps. La tension montait, palpable, comme l'électricité avant un orage. Dwayne sentit qu'il fallait agir, non pas en colère, mais en protection. Il proposa, lors d'une réunion de famille tissée d'inquiétudes pratiques, d'organiser des évaluations professionnelles pour clarifier le rôle d'Alia, de publier un communiqué sur la place centrale de Trey et surtout de préparer une réponse mesurée au premier flux d'accusations. Victoria, calculatrice, vit l'occasion d'imposer des protocoles qui renforceraient le contrôle du board sur la communication. Pour elle, la solution était mécanique, filtrer, encadrer, posséder le récit. Mais il y avait des acteurs en dehors du manoir qui agissaient autrement que par le contrôle technique. Des voix anonymes commencèrent à s'élever sur les réseaux sociaux, certaines prudentes, d'autres virulentes. Un petit mouvement de solidarité apparut, où des personnes racontaient leurs propres histoires de soins et d'affection hors des cadres légaux. D'autres, plus venimeuses, réduisaient la scène à des catégories faciles. On vit se former deux camps, ceux qui regardaient le baiser comme une preuve d'affection et ceux qui l'interprétaient comme un indice de dévoiement. La polarisation s'installait. La partie visible de la lutte venait de commencer. Dans les coulisses, des mains préparaient des dossiers, d'autres tendirent des pièges. Les caméras se mêlèrent au chuchotement. Alia, elle, continua à chanter pour Trey, à ranger ses jouets, à recoudre les petites déchirures du quotidien. Elle gardait une distance prudente avec la tempête, sachant que les choses les plus fortes, parfois, naissent des gestes les plus simples. Son odeur familière, le parfum léger du savon et des tissus propres, restaient dans l'air comme un rappel que la vie quotidienne avait encore droit à sa place malgré le bruit. Le soir où la première vidéo montée commença à circuler plus largement, la maison se ferma. Les lumières du manoir semblèrent se faire plus rares. Dwayne traça les contours d'un plan lent et incertain. Il savait que tout pouvait être perdu en un clic, que la réputation se délite plus vite qu'un tissu fragile. Alia, au milieu de ces mécanismes, pensa à son passé, à la lettre jamais envoyée, à l'enfant qu'elle avait porté en secret et que la vie lui avait arraché. Elle toucha son collier, un simple pendentif qui la reliait à sa propre histoire. Puis, lente, elle monta à la chambre de Trey, s'assit sur le bord du lit et regarda son visage.
L'enfant dormait, parfois murmurant des noms qui n'étaient pas prononcés dans la maison. À l'extérieur, des mains inconnues appuyaient sur publication. Le montage partait. Le titre prit son envol. À l'intérieur, les respirations se firent plus brèves. La suite se jouait déjà, en dehors d'elle, sur des plateaux et des timelines. Mais au moment précis où le premier flash de l'écran illumina la pièce, où la première notification fit vibrer un téléphone sur la table basse, Alia sentit la bascule. On n'était plus dans le privé. Le monde allait bientôt regarder, juger, parler. Elle prit une inspiration, et dans ce souffle sommeilla la décision de ne pas se laisser réduire à un seul mot. La publication du montage fut un éclair dans la nuit. Un fichier court, savamment découpé, habillé de sous-titres assassins, partagé puis reposté, comme une allumette jetée sur un tas de papier sec. Les notifications explosèrent sur les téléphones du manoir. Un bruit mécanique, presque animal, prit la place des respirations calmes des jours d'avant. Alia sentit son monde se réduire à ces bips, à ces vignettes qui revenaient et revenaient, chaque passage amputant un peu plus la complexité du geste de trait. Ce matin-là, le salon s'éveilla aux ordres du conseil. Carlton Grant et Derek Mullins ne parlaient plus seulement d'images, ils parlaient d'urgence. Les emails du board affluaient, froids, factuels. Les attachés de presse commençaient à écrire des communiqués de neutralisation. Victoria, impassible, donna des directives mesurées. Ces mots n'avaient pas l'acidité du mépris, mais la précision d'une femme qui s'est tranchée avant que la gangrène n'avance. Dwayne suivait, les épaules lourdes, conscient qu'une maladresse de parole pouvait aggraver une blessure déjà ouverte. Dans cette agitation, Alia marcha comme on traverse un naufrage sans bruit. Pas de panique ostentatoire, seulement des gestes précis. Elle emmena Trey au jardin pour garder ce qui pouvait encore l'être. L'enfant, malgré l'effritement de sa sécurité, garda des réflexes d'enfant. Chercher la chaleur, poser sa tête contre une épaule, demander des réponses là où il n'y en avait pas. Elle chanta. Sa voix, une fois encore, fut un trait d'encre pour lui. Les voisins curieux, les caméras dissimulées, les regards éventuels, tout cela s'effaçait, autour d'elle, devant la simplicité d'une berceuse. Mais la machine du dénigrement avait déjà des outils plus perfectionnés qu'un montage. Des fuites ciblées, des commentaires anonymes plantés dans des forums, des messages privés envoyés à des influenceurs prêts à créer l'indignation. Quelqu'un trouva même, dans un vieux dossier administratif, une directive datant d'années, un formulaire de recrutement qui contenait une case à cocher sur l'origine ethnique, une relique bureaucratique qui fit le tour des timelines sous l'angle d'une preuve de discrimination institutionnelle. Les commentateurs de service s'en emparèrent comme d'une bannière. On proposa à Alia, lors d'une réunion feutrée, de subir une évaluation psychologique pour le bien de l'enfant. Le mot fut pesé comme on pèse un objet dangereux. Margaret Sutter, consultante respectée appelée pour son sérieux, arriva le lendemain. Elle portait la neutralité apparente de ceux qui examinent sans juger. Sa voix était calme, ses questions mesurées. L'évaluation devait être, on le jurait, un outil pour protéger Trey et éclairer la famille, rien de plus. Alia accepta, parce que refuser eût ressemblé à se cacher. Les tests se succédèrent. Entretien, observation, questionnaire. Margaret observa la relation entre l'adulte et l'enfant, nota la capacité d'apaisement, l'attention aux détails, le refus des gestes intrusifs. Les résultats, présentés ensuite dans un rapport technique, restèrent factuels. Aucune anomalie inquiétante, présence sécurisante, attachement sain. Ce rapport, cependant, ne couvrit pas l'onde de choc dans l'espace public. Il apporta une preuve professionnelle, mais pas le calme. Car une preuve technique ne suffit pas toujours à dissiper une vague médiatique quand celle-ci a déjà trouvé un rythme. Pendant ce temps, Anthony Connors continuait son ballet discret. On le voyait parfois, élégant, parler à des techniciens. On le voyait remettre des clés USB, sourire, disparaître. Ses comptes rendus, destinés à la famille, glissaient sur des bureaux avant d'atterrir dans des mains qui avaient soif d'un angle. Il récoltait, il compilait, il montait. Les enregistrements qu'il prétendait avoir sécurisés pour le dossier étaient ensuite offerts à des journalistes amis, sous couvert d'anonymat. Peu à peu, des éléments commencèrent à présenter une torsion. Des extraits hors contexte, des commentaires inventés, des voix recollées. Des bouts de réalité triturés suffisaient à créer un récit alternatif. C'est lors d'une réunion de crise, tard dans la nuit, que Dwayne croisa le fil d'un enregistrement plus ancien. Une conversation privée entre certains membres du personnel, récupérée et recoupée, conçue pour faire douter de la conduite d'Alia.
Les morceaux étaient mal ajustés, parfois abrupts, mais l'intention était claire. Dwayne sentit monter en lui une colère sourde. Il se tenait entre deux mondes, celui de sa famille, dont il entendait protéger l'héritage, et celui d'un enfant dont il avait la charge, et d'une femme qui lui avait offert une présence stable. Ce tiraillement le façonnait comme une lame chauffée et pliée. Alia, elle, ne savait pas tout. Elle savait qu'on la regardait, qu'on murmurait, qu'on la lisait comme un texte simplifié. Elle savait aussi que sa vie intérieure, cette histoire d'une adoption douloureuse et d'un fils perdu, était une carte secrète qu'elle n'ouvrirait qu'à ceux qui seraient dignes de la traverser. Lucille, qui tenait ce fil, devint son confident principal. Entre elles, les confidences circulaient comme du café fort, direct, sans fioriture. Lucille fouilla les archives humaines. Elle contacta d'anciens agents d'adoption, des assistantes sociales à la retraite, des témoins qui conservaient dans leurs tiroirs des papiers anonymes. Elle trouva des traces, plus de notes que de preuves, des silhouettes de noms, un village, une maison, un prénom. Elijah. Trouver Elijah sur un plan strictement factuel s'avéra plus délicat que prévu. Les adoptions ouvertes avaient attiré moins d'attention, les dossiers s'étaient dispersés, les témoins vieillissaient. Lucille, avec la patience d'une femme qui connaît la longueur des silences nécessaires pour que la mémoire revienne, commença à dresser une cartographie seulement avec des bribes. Elle retrouva un nom de foyer, une rue où l'enfant aurait pu grandir. À chacun de ces appels, Alia retenait son souffle. L'idée de retrouver un fils la remplissait d'une lumière et d'une peur entremêlées. Lumière pour la possible réunion, peur de réveiller anciennes blessures à vif. Au même moment, la presse, en manque de conclusion, chercha des boucs émissaires. Des chroniqueurs rappelèrent d'anciennes polémiques. Certains spectateurs réclamèrent une chasse aux responsabilités, et les réseaux multiplièrent les témoignages d'opinion plutôt que d'éléments factuels. Le terme « nourrice noire », employé d'abord comme bagage d'un filtre racoleur, revint comme une épine. Il blessa Alia, mais il porta aussi à la surface une conversation plus large sur la manière dont la société classe et nomme les autres. Certains articles réfléchis commencèrent à pointer cette réduction. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un baiser, c'était un symptôme d'un système. Ces voix, plus rares mais déterminées, commencèrent à s'entendre et à se faire écho. La stratégie de la famille ne se limita pas aux réponses publiques. Victoria, par prudence, ordonna le verrouillage des accès à certains comptes, la surveillance accrue des flux et la remise sur pied de l'équipe juridique. Elle craignait moins le scandale immédiat que son effet sur l'héritage à moyen terme. Pour elle, la logique était claire: circonscrire, isoler, neutraliser. Mais ces méthodes allaient entrer en collision avec une vérité imprévisible. La transparence, quand elle est conduite par ceux qui ont subi, finit par être plus persuasive qu'un discours construit pour minimiser les dégâts. C'est dans ce climat que l'idée d'une intervention publique d'Alia émergea. C'était risqué. Laisser une employée parler en direct au public, c'était sacrifier du contrôle sur un récit calibré. Pourtant, Dwayne, qui avait écouté suffisamment de réunions, sentit que la vérité racontée avec simplicité pouvait désamorcer la machine. Il proposa, avec prudence, que l'on organise un passage télévisé non pas pour jouer un rôle, mais pour permettre à une voix, celle d'Alia, de dire l'essentiel. La proposition suscitait prudence et scepticisme dans le conseil, mais aussi, chez certains employés, un regain d'espoir. La décision de parler ne fut pas imposée à Alia. On lui proposa des options, des accompagnements, et surtout, on lui laissa le choix de dire ce qu'elle jugeait bon. Lucille, Dolores et quelques membres du personnel la soutinrent dans la préparation. Dolores, d'abord distante, se transforma petit à petit en protectrice. Son visage semblait se radoucir lorsque, en privé, elle voyait l'engagement silencieux d'Alia. Elle n'accepta jamais tout d'un bloc, mais la vulnérabilité de l'autre finit par éveiller en elle une loyauté inattendue. Dolores, qui avait passé sa vie à préserver l'ordre, se trouva en position de défendre une personne que l'image publique avait malmenée. La préparation du passage télévisé fut minutieuse. On simula des interviews, on repassa les questions communes. Mais la plus grande préparation, pour Alia, fut intérieure. Retrouver le fil de sa propre histoire, choisir ce qu'elle allait dire, voir ce qu'elle ne dirait pas. Elle prit des notes, écrivit des phrases simples pour ne pas se laisser emporter par la rhétorique. Elle choisit de parler de traits comme d'un enfant, pas comme d'un symbole. Elle choisit de parler de son propre passé avec pudeur, non pas pour susciter la pitié, mais pour expliquer ce qu'il avait forgé. Lucille l'aida à préparer un passage crucial, la révélation d'Elijah. C'était une décision délicate.
Révéler l'existence d'un fils donné en adoption relevait d'une intimité que l'on ne pouvait exposer sans une réflexion profonde. Elles pesèrent les conséquences, protéger l'identité d'Elijah si besoin, ne pas transformer sa vie en objet médiatique. Mais l'existence d'une perte personnelle, exposée avec humanité, pouvait aussi permettre au public de comprendre que la maternité d'Alia était une réalité vivante et non une notion journalistique. Elles écrivirent ensemble quelques phrases, sages et fermes, qui disaient la douleur sans la dramatiser, l'amour sans la réclamer. La veille du grand passage, une fuite parvint. Alors que l'on travaillait à une communication sincère, des extraits d'anciennes correspondances internes furent repris par un compte anonyme. On y voyait des bribes de stratégie, des recommandations brutes. Certaines lignes semblaient confirmer que l'on pensait à protéger l'image. Dwayne, là, fit un choix surprenant. Il partagea une copie du rapport complet de Margaret Sutter, non pas pour exposer le manoir, mais pour contrer la manipulation par la vérité technique. Cette décision irrita certains au board, elle séduisit d'autres. Elle mettait en tout cas le pouvoir du doute entre les mains du public. Le plateau télévisé fut froidement aménagé, lumière suave, caméra prête, un public en arrière-plan restreint. Le présentateur, professionnel, cherchait l'équilibre entre sensation et sérieux. Lorsque la caméra s'attarda sur Alia, elle vit son visage comme dans un miroir. Les muscles autour de sa bouche se détendirent. Elle prit une grande respiration et parla. Sa voix, au début, trembla légèrement, puis se posa. Elle raconta brièvement comment Trey l'avait trouvée, comment elle avait commencé à chanter pour apaiser ses nuits. Elle parla de moi, pas de moi en tant que victime, mais de moi comme une réponse. J'ai été une main, un chant, une présence, dit-elle. Puis vint la part la plus intime, celle qu'elle avait décidé de partager. Son histoire d'adoption, la perte d'Elijah, la façon dont elle avait construit sa vie malgré une absence qui la traversait toujours. La clarté de ces mots eut un effet inattendu. Le public, qui d'abord venait pour le spectacle, fut surpris par la sobriété d'une parole humaine qui refusait l'artifice. Alia s'abstint de demander la pitié, elle demanda la reconnaissance des faits. Elle exposa une réalité paradoxale, être à la fois simple employée et dépositaire d'un amour immense. Devant les caméras, elle expliqua ce que signifiait pour elle tenir la main d'un enfant comme Trey. « On ne répare pas les vies par des communiqués, on les répare par la constance, dit-elle. » Et ces mots furent comme un pansement sur de vieilles plaies. Puis vint la confrontation directe avec les images manipulées. On invita un expert technique sur le plateau pour commenter le montage diffusé. L'expert, sobre, expliqua comment, par des recoupements, on pouvait détecter des incohérences. Des coupures brutales, des bruits ambiants resynchronisés, des coupes sans transition. C'était technique, oui, mais suffisant pour semer le doute sur la véracité absolue du montage. Les plateaux télévisés, qui souvent aiment le spectaculaire, se retrouvèrent face à un double effet. D'un côté, la caméra qui aimait le conflit, de l'autre, la voix d'une femme qui parlait de berceuse et de chaussettes réparées. La diffusion de cette émission provoqua un mouvement de bascule. Les timelines, encore polarisées, commencèrent à incliner vers un sens plus humain. Les articles d'opinion qui avaient commencé à s'empresser de condamner demandèrent des nuances. Les commentaires qui hurlaient furent rejoints par des témoignages de personnes ayant vécu des expériences similaires, aides familiales, mères célibataires, personnes adoptées, qui exprimèrent reconnaissance et solidarité. Pour la première fois, la conversation sociale prit un tour moins binaire. Cette réaction publique eut des conséquences concrètes. Des annonceurs qui envisageaient de se distancier de la famille hésitèrent. Certaines personnalités publiques appelèrent à la prudence. Au conseil du board, les visages se firent plus préoccupés. Victoria, dont la stratégie initiale était de canaliser et dominer, sentit la pente lui échapper. Elle prit des décisions, demander des audits, convoquer des réunions, lancer des enquêtes. Mais ces actions, désormais visibles, furent interprétées par certains comme un réflexe de défense plutôt que comme une réponse humaine. L'attention se tourna alors vers Anthony Connors. Un journaliste d'investigation, tirant parti d'une brèche dans l'anonymat de certains transferts de fichiers, parvint à tracer les connexions. Des enregistrements, des échanges de courriels, des traces techniques montrèrent qu'Anthony avait, au moins, compilé des éléments présentés hors contexte. La question n'était plus seulement de savoir si la vidéo avait été montée, mais qui l'avait autorisée, qui en avait bénéficié. Les révélations ne mirent pas immédiatement en prison ou au tribunal. Elles exposèrent une chaîne opérationnelle et montraient une intention de manipulation. Les mots juridiques restaient prudents. Certaines démarches à portée judiciaire étaient évoquées, d'autres seulement nécessaires. Mais la force symbolique était là. Un opérateur avait joué avec la vérité.
La pression monta sur le board. Des voix internes firent valoir que la famille ne pouvait pas se permettre d'être identifiée à des manœuvres de manipulation. Carleton, pragmatique, suggéra d'écarter ceux dont l'action compromettait l'institution. Derek, plus prudent, craignit les dégâts irréparables. Victoria, qui jusque-là avait été la stratège impassible, fut contrainte de défendre ses choix. Elle argumenta que ses actions visaient à protéger un héritage humain et institutionnel. Sa sincérité ne fut pas entièrement rejetée, mais elle perdit du terrain politique. La confiance, une monnaie fragile, se trouvait entamée. Pour Alia, la victoire ne fut pas immédiate ni totale. Les accusations sournoises avaient laissé des traces, regards hésitants, commentaires amers, doutes persistants. Mais la parole qu'elle avait tirée de son intérieur avait aussi mis en lumière une réalité souvent escamotée. La manière dont la société réduit certains rôles en catégories, la façon dont la race et la classe se superposent pour rendre quelqu'un invisible ou facilement jugeable. Le soutien public, désormais tangible, permit à certaines critiques d'être remises en perspective. À l'écart, Lucille poursuivit ses recherches pour retrouver Elijah. Ses investigations l'amènèrent, par étapes, à une petite ville à l'ouest de la métropole. Elle trouva des traces, un ancien dossier, un nom, la mention d'une famille adoptive. Elle prit contact avec la personne qui semblait gérer cette histoire depuis des années. Une assistante sociale à la retraite, désormais bénévole, qui se souvenait d'un bébé au teint chaud, donné à l'adoption en des circonstances discrètes. Lorsqu'elle eut enfin la confirmation, elle n'en parla pas tout de suite à Alia. L'attente laissait place à la préparation. Comment retrouver un fils sans bouleverser un autre équilibre? Le moment de la rencontre fut construit avec une délicatesse presque cérémonielle. Lucille partit avec prudence, recueillit des informations, prit soin de préserver l'intimité d'Elijah. Elle demanda à voir d'abord de loin, sans se dévoiler comme la messagère pressée d'une histoire publique. L'observer fut un acte humble. Elle assista à un match de foot local, nota un air, un tic, un rire. Puis, après plusieurs jours, elle contacta Elijah par l'entremise d'une lettre anonyme qui évoquait un témoin du passé. Il accepta de parler, d'abord au téléphone, puis en vue d'un rendez-vous protégé. Quand Alia sut, enfin, que son fils vivait à quelques heures de route et qu'il était en sécurité, elle sentit une vague d'émotions imbriquées. Joie, peur, expectation. Elle sentit surtout la nécessité de ne pas imposer une intrusion. Elijah, désormais adolescent, avait sa propre vie, ses propres drames et ses propres ressources. Lucille respecta les limites. Elle informa, rassura, demanda le temps. Alia, dans ce temps, apprit à se contenir. La maternité, elle le comprit, n'était pas un droit à imposer, mais une relation à construire. Parallèlement aux retrouvailles privées, la famille entreprit une démarche publique de réparation. Dwayne, qui avait assisté à la tempête, prit une décision qui aurait un écho inattendu. Proposer à Alia d'initier, avec lui, une structure d'aide aux mères et aux travailleurs domestiques en situation de vulnérabilité. Une fondation, pensée pour offrir un soutien concret, pas seulement des paroles. L'idée n'était pas un pansement. Elle venait d'une volonté de transformer une situation douloureuse en une opportunité de changement réel. La création de la fondation fut longue. Il fallut rédiger des statuts, définir des missions, trouver des partenaires crédibles. Dwayne s'appuya sur des conseillers externes et surtout sur des personnes de terrain. Assistantes sociales, éducatrices, femmes ayant connu la pauvreté, travailleuses domestiques. Alia insistait pour que la structure ne soit pas une vitrine, mais un outil. Elle demanda que la Fondation finance des formations, offre un soutien psychologique, aide à la recherche d'emploi et protège les droits des enfants. Dolores, qui avait fini par comprendre la nature de la blessure qu'on avait infligée à Alia, s'impliqua pour aider à organiser les premières actions. Distribution de paniers, ateliers de parentalité, permanence pour les familles en crise. Lucille coordonna les liens avec des associations locales. La mise en place de la fondation fut aussi un moment de catharsis pour Alia. Transformer la douleur en action lui permit d'incarner une force qui dépassait le seul registre de la souffrance. Les rencontres avec des femmes, leurs histoires, leurs mains qui serrent les siennes, furent la preuve que la réparation n'était pas un concept abstrait. Elle y trouva un sens. Elle accepta d'être la figure visible de la structure, non pas en se posant en héroïne, mais en se plaçant comme catalyseur. « Je ne suis pas celle qui sait tout, disait-elle, mais je veux qu'on crée des lieux où l'on écoute. » La fondation fit l'objet d'une inauguration sobre, loin des flashs et des paillettes. On organisa une journée au parc, avec des stands d'information, des ateliers pour enfants et des tables rondes. Trey courut entre les pelouses, libre comme s'il n'avait pas connu ces derniers jours de rumeurs.
Et Laïa, que Lucille avait invité à venir sans dévoiler directement son lien de filiation, vint à distance. Il observa, silencieux. Il n'y eut pas de rencontre dramatique sur le gazon, pas de scène de retrouvailles filmées pour les réseaux. Il y eut, plutôt, une approche mesurée, un échange de regards, un accompagnement en douceur. Alia le vit, l'espace d'un instant, entre deux groupes, un garçon qui souriait à un jeu, et un sanglot la prit, non pas pour elle, mais pour la reconnaissance d'une histoire qui n'avait pas été effacée. Victoria, quant à elle, subit une érosion progressive de sa puissance symbolique. Elle ne fut pas disgraciée d'un coup, ni traînée comme une caricature. Son entourage reconnut chez elle la peur d'une femme qui avait passé sa vie à protéger un monde. Certains la condamnèrent, d'autres comprirent son calcul. Elle perdit néanmoins des soutiens. Des voix au Conseil firent valoir que la stratégie employée avait été trop volatile, trop calculée pour être présentée comme une défense collective. La morale publique pencha, par paliers, vers une critique de l'usage des moyens plutôt que vers une haine personnelle. Victoria, blessée mais pondérée, se retira progressivement d'une position de commandement direct, non par humiliation publique, mais par une logique d'apaisement. La vie au manoir reprit un rythme imparfait. Les ombres laissées par le scandale restaient perceptibles, des allées moins peuplées, des conversations prudentes, des photos évitées. Mais la plus grande transformation fut intérieure pour beaucoup. Les employés, ayant vu une collègue jetée, puis défendre sa dignité, reprirent une parole un peu plus libre. Des relations se reconstituèrent. Dwayne, lui, fit un choix d'humilité. Il assuma publiquement la responsabilité d'avoir laissé la machine courir trop loin sans écouter davantage. Il s'excusa, non pas en paroles creuses, mais en actes, en finançant sérieusement la fondation, en soutenant des politiques de travail plus justes au sein de ses entreprises, en appelant à la formation des cadres sur la dignité au travail. La reconstruction fut lente. Alia put, petit à petit, respirer sans avoir la sensation constante d'être scrutée. Les enfants de la fondation vinrent la voir. Elle retrouva le plaisir d'apprendre à d'autres à chanter, à créer des repères. Elle prit part à des ateliers où elle enseignait des chansons, des gestes, des manières simples d'apaiser la peur. Sa voix redevint un instrument de soin, plus qu'une déclaration. Trey, libéré de la tension immédiate, recommença à dessiner des étoiles. Quant à la question de la vérité technique, quelques enquêtes internes révélèrent le rôle problématique d'Anthony. On ne prétendit pas l'avoir mis hors de toute responsabilité judiciaire dans l'immédiat. Certaines démarches furent amorcées, d'autres demeurèrent indéfinies. L'essentiel fut peut-être ailleurs. La révélation publique de la manipulation brisa la stratégie qui visait à réduire un geste d'enfant à une preuve monstrueuse. La machine, privée de son moteur le plus habile, perdit de sa force. Le récit social changea. Ce qui avait commencé comme un titre racoleur devint une conversation sur la dignité des travailleurs domestiques, sur la manière dont la race infiltre les récits et crée des catégories. Des journalistes, des chroniqueurs et des universitaires commencèrent à écrire sur ces questions, citant parfois l'histoire d'Alia comme exemple d'un débat plus large. Des associations reçurent des dons, des appels, des demandes de formation. La fondation, née d'une urgence douloureuse, trouva des alliés. La cérémonie d'ouverture de la fondation fut modeste mais sincère. On parla de garderie, de formation, d'accompagnement psychologique. Dwayne prit la parole non pas pour affirmer son pouvoir, mais pour demander pardon et proposer des actions concrètes. Alia fit un discours bref, sans emphase. « Je n'ai pas choisi d'être sous la lumière, dit-elle, mais si cette lumière peut servir à éclairer d'autres chemins, alors je veux l'utiliser. » Les applaudissements vinrent, timides puis plus assurés. Trey, assis sur un banc, regardait, attentif. Elijah, discret, se tenait à l'écart, ses mains dans les poches. À la fin, Lucille prit la main d'Alia et elles échangèrent un regard qui disait plus que des phrases. Les mois suivants, la Fondation lança des programmes pilotes. Soutien à la parentalité, bourse pour formation, ligne d'écoute pour cas de harcèlement au travail. Les retours furent encourageants. Des mères racontèrent qu'elles n'avaient jamais osé demander de l'aide auparavant. Certaines histoires commencèrent à se recoudre. Alia coordonna certains ateliers, apportant sa voix, son expérience concrète. Elle trouva dans ce travail un sens qui dépassait la blessure subie. Il restait, bien sûr, des cicatrices. Les insultes anonymes ne disparurent pas totalement. Des gens, surtout en ligne, continuèrent à juger, à conserver une image simplifiée. Mais le mouvement social plus large permit d'atténuer ces voix.
La conversation avait désormais plusieurs registres: l'indignation initiale, le dévoilement de la manipulation, la reconnaissance des réalités sociales. Cette polyphonie, imparfaite, empêchait la réduction simple de l'histoire à un mot. Un soir, longtemps après les premiers tumultes, Alia se trouva sur la petite terrasse qui donnait sur le parc. Trey jouait encore, comme s'il réinventait un quotidien sans titre. Elijah se tenait à distance, observant, hésitant. Lucille, fidèle, était à côté d'Alia. Aucun geste spectaculaire, aucun grand discours, juste le frisson d'une proximité retrouvée. Elijah s'approcha, doucement, comme on avance dans une pièce où l'on a peur de déranger. Leur première conversation fut brève. Ils parlèrent de choses simples, de la pluie, des livres qu'il aimait, des films qu'il connaissait. Pas d'éclat héroïque, juste une vérité en train de se tisser, maladroite et réelle. Alia n'eut pas besoin d'exiger une place. Elle se contenta d'être là, d'écouter. Leur étreinte, si elle arriva, fut discrète, sans caméra. C'était un contact humain, résultant d'une proximité consentie. Elijah repartit ensuite, non pas comme un enfant dont on reprend la garde, mais comme un homme qui a retrouvé une possibilité. Leur relation prit, dès lors, la forme d'une construction collective, faite de rencontres, de paroles mesurées, de respect des frontières. Dans le manoir, les murs, qui autrefois écoutaient, semblaient désormais un peu plus muets. Les couloirs se remplissaient de pas qui n'étaient plus tous dominés par la crainte d'un titre. On apprit, peu à peu, à tenir compte des fragilités. Dolores continuait de surer, mais avec un empressement différent. Elle avait été bousculée par la découverte d'autres vérités, puis par la nécessité de protéger. Elle devint, en privé, une alliée solide. Le scandale au manoir avait laissé des traces qui allaient au-delà de l'ombre d'un titre. Le baiser de Trey, cette seconde qui avait tout déclenché, resta dans les mémoires non comme un fait isolé, mais comme un déclencheur d'une réflexion plus vaste. Il permit, indirectement, d'ouvrir des conversations sur la dignité au travail, sur la façon dont la race et la classe écrivent des schémas de reconnaissance ou d'oubli. La fondation, modeste mais active, devint un des espaces concrets où ces conversations se transformaient en action. Le fil final ne fut pas une apothéose spectaculaire. Il se tissa dans des gestes simples. Une journée de goûter organisée par la Fondation, une mère qui reprend confiance, un enfant qui rit, une assistante qui trouve une formation. Pour Alia, la victoire se mesurait en moments. Être libre pour chanter sans que quelqu'un n'interprète son intonation, pouvoir regarder Trey courir sans redouter une alerte, sentir la présence d'un fils désormais non pas comme une blessure, mais comme une possibilité. Le titre qui l'avait tant blessé, Scandale au manoir, le fils du milliardaire embrasse la nourrice noire sous le regard furieux, resta dans les archives et dans quelques-unes des mémoires. Mais la narration publique avait pris d'autres couleurs. Le regard furieux, annoncé une fois, avait été remplacé par des yeux curieux, par des mains tendues. La machine à rumeurs perdait ses pièces les unes après les autres, non pas par vengeance, mais par l'épuisement de ceux qui avaient voulu la faire tourner. Quand, au crépuscule de cette année éprouvante, Alia se tenait au bord du parc et regardait Trey attraper un ballon, elle pensa que la dignité tient parfois à la plus petite permanence. Être à côté d'un enfant quand il a peur, chanter quand la nuit est longue, écouter sans juger. Elle tenait la main d'Elijah, à présent installé dans une chaise non pas par demande mais par signe, et elle sut que la reconstruction était un travail quotidien et non une proclamation. Avant de quitter les lieux, elle posa sa main sur l'épaule de Dwayne, qui l'avait soutenu non pas par calcul, mais par conscience fragile, et dit simplement « Merci ». Dwayne répondit sans rhétorique « Merci d'avoir choisi d'être là ». Leur relation, désormais, n'était pas celle de protecteur et protégé, mais d'allié dans une entreprise humaine. Elle conservait la nuance nécessaire, l'affection, oui, mais dans la clarté des rôles et du consentement. La Fondation continua d'exister après les projecteurs. Les journalistes vinrent encore parfois pour des bilans, des portraits. Mais la plupart du travail se fit dans l'ombre, auprès de familles qui avaient besoin d'une main pour se relever. Alia y trouva une vocation qui ne l'exposait plus à la violence des timelines. Elle devenait enfin elle-même. Une femme qui chante, qui soigne, qui cherche son fils, qui construit pour les autres un espace qui n'est pas un spectacle. Si cette histoire vous a touché, si la trajectoire d'une main tendue et d'une chanson vous paraît importante, partagez-la avec quelqu'un qui, peut-être, a besoin d'entendre qu'un petit geste peut déclencher un changement.
Soutenez, si vous le pouvez, des initiatives qui protègent et forment celles et ceux qui prennent soin des enfants. La reconstruction, parfois, commence par un simple acte, ne pas détourner le regard.